Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Il est 21h46, heure de Bunia en province de l'Ituri. À Kinshasa, il est 20h46, juste après le journal télévisé, qui était spécialement consacré ce soir à cette mission que nous faisons depuis cet après-midi avec le ministre de la Santé, à la demande évidemment du président de la République, parce que vous vous souviendrez qu'hier nous avons eu une très longue séance de travail, la deuxième en 8 jours avec le président de la République lui-même, qui voulait s'assurer de comment se déploie la riposte et de comment les provinces, principalement ici la province de l'Ituri, fait face à la résurgence de cette épidémie d'Ebola que nous connaissons. Nous sommes arrivés en début d'après-midi avec le ministre de la Santé. Nous avons déjà pu, dès notre arrivée à l'aéroport, faire le tour des dispositifs qui sont en cours d'installation. Il vous souviendra que la semaine dernière, une décision a été prise, celle de suspendre le vol sur l'aéroport de Bunia, l'aéroport national de Bunia, qui est d'ailleurs en train de refaire sa peau neuve, parce qu'il était question pour nous de nous assurer qu'au départ, comme à l'arrivée, dans cette province, les mesures de santé publique sont bien prises et bien respectées. Et donc ce soir, dans le cadre de cet exercice de redevabilité que nous avons commencé dès le lendemain de la déclaration officielle de l'épidémie, va porter spécifiquement sur les avancées que nous connaissons dans l'expansion de la riposte. Depuis qu'on a fait la déclaration officielle, on n'a jamais chômé. Je n'ai pas envie de dire qu'on n'a jamais dormi lorsque je regarde mon collègue de la Santé à ma gauche et à toute l'équipe médicale qui est rassemblée ce soir. C'est aussi pour vous, je pense, que nous faisons cette tournée, pour vous dire merci et pour vous dire la gratitude du gouvernement qui suit quotidiennement le travail que vous faites. Certains d'entre vous ont perdu la vie. Il n'y a pas meilleure manière de leur rendre hommage que de venir et de nous assurer que les conditions dans lesquelles vous travaillez sont les meilleures. Monsieur le gouverneur, on va commencer par vous parce que c'est vous qui nous accueillez ce soir. Mais sur l'Ituri, avant que nous puissions parler d'Ebola, on parle beaucoup d'insécurité. On dit que ça tire partout, à Bunia et dans la périphérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement d'abord en ce qui concerne la situation sécuritaire, mais je dois dire aussi, faire un témoignage que la ville que j'ai vue aujourd'hui est totalement transformée en termes de voirie, en termes de la construction de l'aéroport. C'est dire qu'il y a eu de progrès, beaucoup de progrès. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé. Vous êtes à Bunia, effectivement. Il est presque 22 heures chez nous et nous sommes dehors, comme vous le voyez. Et donc, ceux qui parlent aujourd'hui de l'insécurité à Bunia, je crois que ils devraient venir. Nous sommes en train d'organiser notre aéroport ici, l'aéroport de Bunia. Et donc, dans quelques mois, il sera fini. Je les invite à venir visiter Bunia. Et je suis sûr, non seulement Bunia, l'Ituri en général, et je suis très sûr qu'ils vont changer d'avis. Monsieur le gouverneur, en termes justement des perceptions, on dit de Bunia, on dit de l'Ituri qu'il y a une grosse insécurité, que maintenant, avec le virus Ebola, les choses sont plus complexes. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est vous qui êtes le représentant du président de la République ici en province, de la riposte, de comment elle se déroule et de comment vous assurez l'implication de la communauté, parce qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait dans ce sens, parce qu'il s'agit de la sécurité des communautés. Merci, Excellence. C'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de ce que nous menons comme opération militaire, malheureusement, nous avons aussi le virus, n'est-ce pas, cette épidémie de Ebola, et c'est quelque chose qui s'ajoute. Mais vous savez bien, Excellence, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes appuyés au niveau stratégique. Vous savez que dès que le ministre de la Santé a déclaré, n'est-ce pas, cette épidémie, directement, il s'est déporté ici chez nous. Il est arrivé, je crois, nous, c'était le 13 qu'il avait déclaré, et le 15, il était ici. C'était le 15, il est arrivé le 17. Voilà, le 15, il est arrivé le 17. Donc, je veux dire 2 jours après. Donc, c'est pour vous dire que, nous sommes, n'est-ce pas, avec le niveau stratégique. Nous avons eu aussi, par ailleurs, une chance parce que la représentante de l'OMS était ici, présente.
Et donc, nous avons travaillé avec elle. Bon, ceux qui disent qu'il y a l'insécurité à Ituri, mais la crise a commencé à Mungwalu. Et donc, nous avions déjà envoyé une équipe qui est allée à Mungwalu, qui a travaillé à Mungwalu. Et ces malades-là ont été pris en charge. Ils ont été pris en charge. Et même, non seulement les malades ont été pris en charge, mais aussi au niveau de la communauté, les communautés nous ont aidés. Je parle effectivement, n'est-ce pas, des grands leaders. Nous avons les chefs de communauté qui composent l'UNADI. Il y a aussi les notables qui sont, n'est-ce pas, dans le fond intérieur là-bas, qui nous ont aidés. Et donc, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer. Nous pouvons aller à Mungwalu. D'ailleurs, même les hélicos atterrissent aujourd'hui à Mungwalu. Nous pouvons nous rendre à Rwampara. Nous pouvons être ici à Bunia, comme vous le voyez. Et nous pouvons travailler sans problème. Donc, quand on parle d'insécurité, quand on dit que voilà, ça c'est une deuxième guerre, mais nous, les militaires, nous sommes... Je pense aussi que c'est ça la chance. Nous, les militaires, nous sommes formés pour cela. C'est vrai, c'est une autre crise, mais nous sommes formés pour travailler sous pression. Et d'où qu'elle vienne, quelle que soit cette pression-là, nous devons avancer et nous avançons, Excellence, avec votre aide aussi. Voilà, nous aurons l'occasion de revenir. Évidemment, il y aura des questions de professionnels des médias qui nous permettront d'entendre de vous de comment vous organisez, par exemple, la logistique des motos, des matériels, notamment de véhicules pour la mobilité, pour nous assurer qu'il n'y a aucun coin qui ne soit, aucune zone de santé qui ne soit pas touchée. Monsieur le ministre de la Santé, je vais revenir à vous. Avant même que nous ne puissions parler des chiffres du jour, parce que c'est plus ou moins la tradition dans cet exercice de redevabilité, mais lorsqu'on parle de cette crise, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de traumatisme, il y a de travel ban, mais hier nous avons appris, et vous l'avez confirmé tout à l'heure, qu'il y a une personne qui a été guérie. Oui, il y a une personne qui a été guérie et d'abord, avant cela, je voudrais quand même dire aussi que c'est la deuxième fois que je viens à Ituri en 10 jours et je vais vous assurer que je suis... si on me dit de revenir une troisième fois, je vais encore revenir très vite parce que la ville, elle est tellement accueillante et les rues, c'est incroyable de voir les routes qu'on voit ici, de voir les constructions qu'on voit ici et surtout de voir la vie qui est ici. Il n'y a pas de panique comme on le faisait croire. Je pense que les gens qui sont à l'étranger, quand on leur parle de Ituri, ils se disent c'est vraiment l'endroit de cauchemar où on ne peut pas aller. Mais heureusement, vous avez beaucoup de journalistes qui sont là, qui peuvent visiter la ville et confirmer ce que nous disons. Donc je suis vraiment d'abord très content d'être ici. Plus content encore de venir au lendemain d'une confirmation effectivement d'un cas qui a été déclaré guéri. Alors c'est une jeune dame qui travaille au laboratoire, qui a été contaminée, qui avait malheureusement présenté la maladie et qui est maintenant complètement guérie et qui a eu 2 tests de contrôle négatifs. Mais je voudrais profiter de ça pour dire que tous les chiffres que nous donnons, je répète encore, ce sont des chiffres qui sont des cas suspects et des morts suspects. Je répète encore cela, pourquoi? Parce que dans nos chiffres, il y a toutes ces personnes qui sont malades, qui ne sont pas atteintes de Ebola, mais qui sont malheureusement comptabilisées par nous parce qu'ils présentent des symptômes. Mais aussi là-dedans, nous avons tous les cas qui sont déjà guéris, mais que nous n'avons pas encore déclarés guéris. Et d'ailleurs, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer à entendre maintenant de plus en plus qu'il y a des personnes qui sont guéries. Donc c'est vraiment une joie. Et je voudrais corréler ça à un chiffre qui est très intéressant, c'est le nombre de tests que nous avons fait et le nombre de cas positifs dans ces tests-là. Si nous prenons dans les derniers jours, nous avons fait plus de 648 tests. Et sur les 648 tests, nous avons 125 positifs. Et ça, c'est confirmé par le laboratoire. Vous voyez pourquoi nous nous battons à ne pas dire 906 malades, nous disons 906 suspects. Parce que quand nous confirmons avec les tests que nous nous rendons compte que sur les 648 tests réalisés, on a 125 qui sont positifs,
Donc il y a des non-cas que nous avons comptabilisés. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 906 cas suspects. Là-dedans, il y a tous les non-cas dont j'ai parlé, il y a les vrais cas dont nous parlons, il y a les cas qui sont déjà soignés et qui sont guéris, mais que nous ne déclarons pas encore parce que nous voulons avoir au moins 2 tests négatifs. Mais tout ce monde-là ensemble, ça nous fait à peu près 906. Par rapport au nombre de décès, nous sommes aussi autour de 220 décès. Encore une fois, j'insiste pour dire qu'ils sont des décès suspects, c'est-à-dire des personnes qui ont présenté des symptômes, parmi lesquels certains effectivement sont morts de la maladie, mais d'autres probablement qu'on se rendra compte que c'était des non-cas, mais que nous avons gardés parce que au départ nous gardons tout le monde dans la liste. Alors en résumé, aujourd'hui, nous avons 906 cas suspects, nous avons à peu près 223 décès suspects, nous avons dans nos centres de traitement ici dans la province, nous avons 105 malades. Alors, je voudrais insister là-dessus pour dire, parce que j'ai entendu ça dans la presse, que l'épidémie est hors contrôle. Nous avons 105 personnes qui sont dans les centres de traitement. On ne peut pas être hors contrôle. À Bunia ou dans toute la province? Je dis bien, tous les malades que nous avons dans les structures de soins, nous sommes à 105. Et donc, on ne peut pas nous dire que l'épidémie est hors contrôle quand on a 105, ça peut se soigner, même pas dans un hôpital général de référence. Ce n'est pas un nombre qui peut nous rendre complètement parano pour dire que nous sommes dans une épidémie incontrôlée. Je voudrais quand même insister aussi sur un autre chiffre qui est intéressant. C'est, je vous ai dit qu'on est à peu près à 906 cas suspects. Là-dedans, je compte les cas qui sont dans la province de l'Ituri, mais aussi dans le nord et le sud Kivu. Alors figurez-vous qu'en dehors de l'Ituri, jusqu'à présent, il y a 21 suspects. C'est-à-dire 20 dans le nord Kivu et 1 dans le sud Kivu. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une situation telle qu'on la ressent au niveau surtout international ou surtout au niveau des médias, parce que depuis que nous avons commencé, nous avons 20 cas. Peut-être qu'il y a des cas que nous n'avons pas encore vus, mais vous savez que dans notre pays, personne ne cache un cadavre. Tout le monde est enterré. S'il y avait des enterrements cachés, on le saurait. Et donc, en fait, je pense que nous devons relativiser les cris alarmistes qui sont faits en disant nous travaillons de manière systématique, de manière méthodique, mais nous avons aussi la capacité d'anticiper en disant dans cette approche, est-ce que les cris d'alarme qu'on nous lance, est-ce qu'ils correspondent à une réalité ou pas? Moi je dis que pour l'instant on a 105 malades hospitalisés, si on en avait plus, on les aurait gardés, et nous avons 906 personnes qui ont été des cas suspects dans lesquels on a déjà qui sont guéris, ceux qui sont encore malades et ceux qui sont juste surveillés. Et nous avons malheureusement 223 personnes qui sont décédées pour lesquelles nous sommes en train effectivement d'analyser les causes de décès. Et dans les 223, c'est d'autres personnes qui sont décédées bien avant que l'épidémie ne soit déclarée officiellement? Oh, bien sûr, parce que nous faisons de la rétrospective pour aller retrouver un peu tous les cas suspects. Et donc je pense que nous avons reculé jusqu'au 1er avril pour essayer de regarder tous les décès qui ont été annoncés pour voir est-ce qu'ils pourraient être des décès liés à Ebola. Voilà, merci beaucoup. Avant peut-être qu'on prenne les questions des médias, monsieur le gouverneur, il y a des images qui sont sorties de la province de l'Ituri qui nous ont tous inquiétés. Les images de Rwampara, ces attaques sur les centres de santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce qui s'était passé réellement et surtout des dispositions qui ont été prises pour que de tels incidents ne se reproduisent plus, d'une part, mais pour que d'autre part, les communautés, il semble qu'il y a beaucoup de résistance ici dans les chefs de la communauté pour croire à l'existence de la maladie. Comment vous engagez les communautés locales dans la stratégie de riposte? Oui, merci Excellence. Vous savez, le plus grand problème que j'ai depuis que je suis ici à Ituri, ça fait 5 ans aujourd'hui,
je crois que c'est l'infodémie, la désinformation. Souvent, n'est-ce pas, il y a des politiciens ou certaines personnes mal intentionnées qui sont toujours prêts à dire n'importe quoi, n'est-ce pas, sur la vraie réalité, sur ce que vivent les Itouriens. Vous-même, d'ailleurs, en arrivant ici, je suis sûr qu'on vous a fait croire à des choses que vous trouverez peut-être des têtes en train, n'est-ce pas, des gens en train de couper les têtes ici dans la ville et ainsi de suite. Mais voilà que vous êtes là, il fait beau et voilà, les gens sont en train de se promener comme si de rien n'était. De quoi s'est-il agi, Excellence, à Rwampara? À Rwampara, il y avait, n'est-ce pas, des populations. J'ai un fils d'un militaire qui est mort et malheureusement, il y a des personnes qui ont transformé cette vérité-là, disant que non, voilà, c'est en allant à l'hôpital qu'on allait, n'est-ce pas, attraper cette maladie, qu'il était bien portant avant, mais c'est seulement le jour où il devait d'ailleurs quitter l'hôpital qu'on l'a piqué, je ne sais quoi là, et il en est mort. Et vous savez qu'à ce moment-là, nous avions effectivement un piquet là-bas, nous avons un piquet de policiers. Et malheureusement, ce piquet-là a été dépassé. Et donc, il y a eu, n'est-ce pas, cet incendie de centre de traitement. Mais nous avons envoyé des militaires là-bas en renfort. Et depuis lors, tout est revenu à la normale. C'est la même chose qui s'est passée aussi à Mungwalu, toujours cette infodémie. Et malheureusement, vous savez, je ne sais pas s'il faut appeler ça un dilemme. Nous ne pouvons pas directement amener les militaires. Les militaires, nos hommes, les militaires agissent en deuxième échelon. Premier échelon, nous utilisons d'abord la police. Et vous savez que la police, souvent, ils sont des armes non létales. Ils vont là-bas juste pour la persuader, la persuasion. Et que donc, quand ces hommes-là viennent, ces hommes-là qui sont, n'est-ce pas, ivres ou qui ont pris même, n'est-ce pas, le chanvre, ainsi de suite, ils viennent, ils trouvent nos policiers sans armes et tout. Donc, facilement, ils sont dépassés. Et donc, après ça, bon, il y a des incendies. Mais si aussi nous amenons des militaires là-bas, si nous amenons des militaires dans les centres de traitement, qu'est-ce qui se passe? Les malades aussi commencent à avoir peur à ce moment-là. Ils se disent, bon, voilà, il y a des militaires et tout. Et vous savez aussi que les humanitaires n'aiment pas beaucoup être à côté des militaires. Donc, voilà un peu ce dilemme-là. Mais maintenant, Excellence, nous avons décidé de renforcer. Nous avons le GEMI qui est vraiment prêt à toute éventualité, qui sont mieux équipés, mieux formés. Nous avons le GEMI non seulement à Mungwalu, mais le GEMI ici aussi, pour que en deuxième échelon, disons, même pas en deuxième échelon, ils sont à côté, en premier échelon avec les territoriales, et puis après nous avons les militaires qui sont prêts à toute éventualité. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes mieux équipés et nous connaissons un peu la situation, l'état d'âme, n'est-ce pas, des populations et de certaines personnes aussi mal intentionnées, donc nous anticipons. Voilà, donc je ne pense pas que nous puissions avoir ce genre de comportement une fois encore. Et avec les communautés et les communautés, avec les communautés, Excellence, on a fait un grand travail. On a fait un grand travail parce que, comme je le disais avant, nous avons d'abord appelé l'UNADI. L'UNADI est composé des chefs de communautés. Nous les avons donné une mission et eux aussi ont donné des missions, avec des moyens d'ailleurs. Non seulement une mission, mais avec des moyens. Et non seulement eux sont ici, les grands responsables, nous avons aussi envoyé des moyens dans le fin fond. Nous avons utilisé aussi les radios communautaires. Nous avons eu même des leaders, certains leaders qui sont influents dans les communautés, à qui nous avons remis des moyens pour qu'effectivement ils puissent lutter contre cette infodémie. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que depuis lors, bien que sur les réseaux, ils continuent, n'est-ce pas, à changer l'information, mais au moins la population est en train de comprendre petit à petit. Merci. Et d'ailleurs, je rappelle que nous aurions pu venir avec certains élus nationaux, mais ce sera dans une seconde vague parce que nous sommes venus, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le ministre de la Santé, d'abord s'assurer que l'aéroport soit dans les conditions
qui permettent de garantir les mesures de prévention à l'aller comme à l'arrivée. Le ministre aura sûrement l'occasion d'être un peu plus précis sur les questions. On va commencer par M. Nixon Manzekele. Merci beaucoup pour la parole, Excellence. Bien arrivé à Nitori. J'ai une question sous deux volets adressée au ministre de la Santé. C'est par rapport... Mais vous pouvez juste nous dire votre organe, s'il vous plaît, Je Monsieur suis Nixon. Nixon Manzekele de la radio-télévision Mot-Bleu, mais également du média en ligne le volcanews.net. Alors, ma question, elle est sous deux volets au ministre de la Santé. Vous arrivez à Nitori pendant qu'Eka est guéri, hier au centre de Roi-Para. Pourtant, l'on disait que c'est une souche Bundibugyo sans vaccin ni médicament. Qu'est-ce qui explique ces miracles, s'il faut le dire, miracles médicaux? Et autre volet, c'est l'aspect de combien coûte, s'il faut estimer, la guérison des cas de virus Ebola. S'il faut estimer à terme de dollars américains ou bien à terme de monnaie, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je ne vais pas vous donner ce que ça coûte la guérison d'un cas d'Ebola parce que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Je ne me pose vraiment pas cette question. Je me dis tous les patients doivent avoir accès aux soins. Tous les patients doivent avoir accès au diagnostic. Ce que ça coûte, ce que ça va coûter. D'abord, notre plan de riposte en général, je l'ai dit et je le répète, il est de 319 millions de dollars. C'est le plan de riposte global, régional d'ailleurs, c'est-à-dire la RDC, plus l'Ouganda, plus le Soudan. Et donc, là-dedans, le nombre de cas qu'on aura, on les soignera. Cependant, peut-être que votre question pourrait se poser par rapport au patient, si le patient lui-même prenait en charge. Je rappelle que c'est gratuit. Que ce soit le test, que ce soit la prise en charge, tout est gratuit. Donc ça coûtera à la société, ça coûtera à la communauté, ça coûtera au monde entier parce qu'on a des partenaires qui viennent de partout en dehors du gouvernement, mais il n'y a pas de prix pour la vie. Maintenant, pour la première question qui est celle de savoir est-ce que c'est un miracle? Non, ce n'est pas un miracle. Je crois que depuis le début, nous répétons, quand vous avez des symptômes, venez parce qu'on va vous soigner. D'abord, je rappelle le taux de mortalité. Bundibugyo, nous le voyons, nous commençons à voir maintenant, parce que maintenant on l'expérimente, nous sommes autour de 30% des gens qui décèdent. Ça veut dire que si vous avez 100 malades, vous êtes sûr que 70 malades vont guérir. 70. Et donc, quand nous donnons ces chiffres-là de 900 cas suspects, gardez à l'esprit que s'ils étaient tous malades, eh bien, 30% ont le risque de décéder si nous n'intervenons pas. Si nous intervenons, ce risque-là baisse encore. Et nous sommes en train de voir pour utiliser de plus en plus de médicaments, des molécules qui peuvent aider encore à sauver plus de vies. Parce que je rappelle que cette maladie se présente au départ comme vraiment n'importe quelle autre maladie infectieuse que nous avons, vertige, mal de tête, fièvre, vomissement, diarrhée. Il y en a qui ne font même pas d'hémorragie. Ce qui fait que peut-être que dans la communauté, il y a des gens qui peuvent avoir eu la maladie, qui peuvent même être décédés sans qu'on sache que c'était Ebola. Mais quand on intervient, eh ben, on diminue encore le risque. Alors, il y a deux molécules, il y a essentiellement deux groupes. Un premier groupe de médicaments que nous avons demandé, je l'ai dit encore hier à Kinshasa, c'est un anticorps monoclonal, c'est-à-dire qu'un médicament capable d'agir contre le virus lui-même, en considérant le virus comme un agresseur, ce qu'on appelle un antigène. L'anticorps, lui, vient, il le détruit. Malheureusement, pour Bundibugyo, nous n'avions pas d'anticorps monoclonal connu. Pour Zaïre, nous en avons, et grâce encore à la recherche de la RDC, professeur Mouyembe, avec la molécule Ebanga qu'on utilise, qui permet pour le virus Zaïre
d'avoir un traitement spécifique contre le virus. Pour Bundibugyo, nous avons appris avec plaisir, mais nous sommes dans la procédure maintenant avec le gouvernement américain, qu'il y a un anticorps monoclonal qu'ils avaient développé contre les 3 souches en même temps, c'est-à-dire Zaïre, Bundibugyo et Soudan. Et donc, nous sommes dans la procédure d'acquisition de ce médicament pour pouvoir soigner les malades. À côté de ça, nous avons des médicaments contre les virus en général, ce qu'on appelle les antiviraux, qui, eux, ils peuvent s'attaquer à tous les virus de manière générale, et donc, on se rend compte que de temps en temps, ils aident aussi. Et puis, nous avons des médicaments qui stimulent le système de défense de chacun, qui poussent chacun à développer les moyens de se défendre tout seul. Et donc, tous ces médicaments-là, d'ailleurs, pour les antiviraux, nous avons reçu hier, dans la nuit, à 2 h du matin, hier, nous avons reçu du gouvernement égyptien un don de ce médicament-là, qui coûte très cher, qui s'appelle le Remdesivir, qui coûte très cher, mais on ne calcule pas le prix, parce que la vie n'a pas de prix. Voilà. On va prendre la prochaine question avec Madame Sarah Mugisa. Donc ici, Monsieur le Ministre, les uns et les autres doivent retenir qu'il n'y a aucun patient qui ne déboursera un seul dollar pour sa prise en charge. Non. Et d'ailleurs, il y a des hôpitaux, vous vous rappelez que quand l'épidémie a commencé, comme personne ne savait qu'il y avait Bundibugyo, d'abord les hôpitaux ont commencé à utiliser leur propre stock de médicaments, mais nous avons demandé que chacun de ces hôpitaux-là nous fasse la réquisition, c'est-à-dire la demande de tous ces médicaments qu'ils ont utilisés pour que nous les remboursions tous, parce que les soins de ces malades sont gratuits. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'ai des questions pour le ministre. Oui, Madame, pouvez nous dire votre organe de presse, s'il vous plaît? Moi, c'est Madame Sarah Mugisa, correspondante Télé 50 Ituri. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je disais que j'ai 2 petites questions à poser au ministre de la Santé, une question au gouverneur de province. La première question, Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué les chiffres. Vous avez parlé de chiffres des cas suspects. Vous avez insisté sur le mot suspect. Et moi, j'aimerais savoir... qu'est-ce qu'il faut en fait pour qu'on puisse avoir vraiment de chiffres certifiés, surtout en ce qui concerne les cas de morts, parce que ça plonge les gens dans la peur et dans la psychose. On se dit, on n'a pas le chiffre réel exact. Quand vous parlez de décès suspects, je trouve que c'est un peu, ça effraie encore un peu plus, parce qu'on ne sait pas qui meurt réellement d'Ebola ou d'autres maladies. Et la deuxième question concerne le personnel soignant. On a vu beaucoup de médecins mourir depuis que la riposte a commencé. Et qu'est-ce que vous avez pris comme disposition ou mécanisme pour protéger le personnel soignant? Voilà. Et je ne sais pas si je vais directement... Allez-y, s'il vous plaît. Oui. Messieurs les gouverneurs, quand vous avez commencé à développer Ituri, les gens ont dit que vous étiez venus pour stopper la guerre. Aujourd'hui, on a vu ces virus apparaître à un moment où, heureusement, l'aéroport est déjà là. Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, avec l'aéroport aussi, l'aéroport de Bougne, en fait, a facilité qu'il y ait des renforts, que ce soit logistique et tout, avec les atterrissages des gros porteurs? Et qu'est-ce que vous dites à ces gens qui vous ont vraiment condamné parce que vous aviez pris au même volet les développements et la sécurité de la province? Merci. Voilà, Monsieur le Ministre. Alors, d'abord pour les cas suspects, le terme, je le maintiens et je vais le maintenir. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Vous voyez le cas qui est guéri hier. Ça, c'est un cas certain de maladie. Parce qu'on avait un test positif au départ, on a 2 tests négatifs, la personne était malade, la personne n'est plus malade, donc on sait que ça, c'est un cas guéri. Mais hier, ce cas n'était pas encore guéri. Il était comptabilisé encore dans nos 906 cas suspects. Donc dans les suspects, il y a des gens qui sont certains d'être malades. Et ça, c'est le laboratoire qui nous le confirme. Parce que si vous avez une fièvre typhoïde, ça se présente de la même manière. Donc nous avons les cas certains, nous avons les non-cas. C'est-à-dire qu'après le test, on dit celui-là, il présente tous les symptômes, mais ce n'est pas Ebola. Ça, c'est un non-cas. Maintenant, nous avons là-dedans des cas qui sont certains, mais qui sont déjà guéris.
mais nous attendons de confirmer leur deuxième test. Ils n'ont plus de virus, mais ils sont toujours là-dedans, nous ne les avons pas encore déchargés. C'est pour ça que quand je dis suspect, c'est en fait toutes les personnes qui présentent les symptômes ou qui ont présenté les symptômes. Je ne peux pas appeler quelqu'un qui a une fièvre typhoïde, l'appeler Ebola. Mais tant que je n'ai pas fait cette différence, je peux continuer à l'appeler suspect. En d'autres termes, quand nous allons, je pense qu'à partir de ce week-end ou la semaine prochaine, on va commencer à décharger, vous allez voir qu'au lieu de 906 cas suspects, on va tomber peut-être à 600. Parce que maintenant, les tests nous ont dit, OK, nous avons éliminé de manière certaine 300 personnes. C'est pour ça que nous disons suspect. Et nous le disons aussi pour les décès. Vous savez qu'il y a beaucoup de décès qui ont eu lieu avant même que toute la riposte commence, parce que nous allons dans la communauté. Je viens de dire ici que nous avons reculé jusqu'au 1er avril pour aller écouter ce qui s'est passé dans la communauté, pour aller voir. Maintenant, quelqu'un qui est décédé avant notre intervention, mais dont on a le sang, on envoie pour vérifier est-ce qu'il est décédé d'Ebola ou d'autres choses. C'est pour ça que même dans les décès, nous parlons toujours encore des suspects. Mais maintenant, ça fait 11 jours quand même, que nous avons 12 jours maintenant que nous avons commencé la riposte. Donc maintenant, on va commencer à élaguer, à enlever tout ce que nous estimons qu'ils ne doivent pas être dans les suspects. Pourquoi nous disons suspect et pourquoi nous mettons des chiffres le plus important possible? Parce que nous ne voulons pas nous tromper. Nous voulons prendre tout le monde en disant, OK, si on se trompe, au moins on se trompe positivement, c'est-à-dire on va enlever les personnes qui ne sont pas contaminés, mais que nous avons considérés comme tels parce qu'ils présentaient les symptômes. Donc on préfère se tromper à la hausse que se tromper à la baisse. C'est pour ça que nous donnons les plus grands chiffres possibles. Alors, hier, j'ai dit, et je répète encore, et même en arrivant à l'aéroport, j'ai dit, notre venue ici, en tout cas pour moi, qui suis médecin, entre autres choses, c'est surtout aussi pour penser à nos collègues qui ont été nos pionniers, nos héros, parce qu'ils étaient en première ligne et malheureusement ils ont été contaminés. Je répète, les mesures pour protéger les gens, c'est vraiment éviter le contact avec le malade. Au départ, il y a eu, malheureusement, quand Ebola n'est pas là, le médecin, les infirmières ne pensent pas que c'est Ebola. Donc on peut se contaminer plus rapidement. Donc on a perdu 3 confrères depuis les débuts et on a perdu aussi d'autres personnels. On a 6 personnes au total qui sont décédées depuis les débuts. Et alors, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est vraiment toutes les mesures de prise de précaution pour éviter la contamination, tout ce qu'on appelle le PCI, protection contre les infections. C'est pour cela que j'étais venu 2 jours avant, après, avec déjà des équipements, et que nous avons encore plein d'équipements qui arrivent et qui sont même arrivés et qu'on a commencé déjà à beaucoup distribuer pour protéger surtout le personnel soignant, parce que c'est lui qui est en première ligne. Alors, avant que le gouverneur ne réponde, bon, je souhaiterais qu'on ne revienne pas beaucoup sur la question de la gestion de la province. Ça fera l'objet d'un autre briefing, mais il pourra répondre spécialement à la question. Peut-être que c'est les mots suspects qui posent problème. Vous auriez voulu que le ministre ait dit cas probable? Non, surtout pour le décès. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de certifier vraiment pour qu'on sache? Alors, je peux vous dire combien de décès sont certifiés. Il y en a 17. Il y en a 17 qui sont certifiés par test qu'ils avaient Ebola. Et donc, le ministre a parlé tout à l'heure, si vous l'avez bien suivi, ils remontent des cas jusqu'au mois d'avril, du 1er avril, pour analyser tous les décès qu'on a eus et refaire de tests qui permettent d'établir si ces personnes sont décédées du virus. Après, je crois que dans les cadres justement du travail que nous allons faire ici, on aura peut-être une petite séance avec des médecins pour comprendre un peu le lexique, les mots, pour mieux combattre justement cette infodémie. Il faut que le professionnel des médias ait les b.a.-ba en termes de concepts pour que nous puissions nous tous nous familiariser avec le concept médical. J'ai entendu tout à l'heure, mais le ministre de la Santé donnait la précision il y a encore quelques jours que seuls les chiffres, seuls les ministères de la Santé aient habilité ou a les réseaux qu'il faut pour donner les chiffres. Il est évident qu'il y a l'OMS ici,
qu'il y a CDC ici, qu'il y a des humanitaires qui sont là. Mais le chiffre, y compris ceux qu'eux utilisent, viennent du ministère de la Santé qui a évidemment 37 zones de santé dans cette province et d'autres réseaux qui permettent de remonter cette information. Et donc, il faut faire attention dans l'interprétation des chiffres et nous donnons des chiffres maximalistes parce que nous sommes totalement transparents et c'est dans ces cadres-là d'ailleurs que nous serons avec vous encore demain soir pour refaire les points de l'évolution de notre stratégie des ripostes. Monsieur le gouverneur, Excellence, avant de passer. Moi-même, hier, j'ai dit qu'on était autour de 1000 cas. Et j'ai même dit, ça peut être 1050, 1070, mais ça peut être moins. C'est moi qui ai dit ça. Aujourd'hui, j'ai dit 906. Vous voyez que nous faisons un travail permanent pour essayer de rester le plus proche possible de la bonne définition de la maladie. C'est pour ça que c'est à nous de vous dire vraiment quels sont les chiffres, parce que sinon, et ce sont nos équipes hier, par exemple, nous n'avons pas sorti les chiffres d'hier parce qu'on travaillait pour compiler de manière à ce qu'on ne soit pas trop éloigné des données réelles. Quoique, c'est des chiffres qui sont toujours en train d'évoluer. Oui. Monsieur le gouverneur. Oui, merci, Excellence. Oui, je comprends. Vous savez que peut-être maintenant vous comprenez mieux. Je suis venu ici il y a 5 ans. Et quand je suis arrivé, il y avait une guerre. Enfin, cette grande guerre qu'il y avait ici, c'était contre les groupes armés, locaux et étrangers. Mais aujourd'hui, c'est une deuxième guerre. Il faut considérer Ebola comme une deuxième guerre. Et les mêmes principes qu'on utilise quand nous faisons une opération militaire, et c'est presque les mêmes que dans la médecine. Le premier point, le point essentiel, c'est d'abord l'installation. L'installation. La mise en place. Et donc, si vous n'avez pas installé le personnel, si vous n'arrivez pas à installer le matériel, si vous n'arrivez pas à installer, ici quand il s'agit de Ebola, les médicaments, les intrants, vous ne les avez pas. Ce n'est pas seulement ce que nous avons ici. Il y a des choses qui viennent de Kinshasa. Vous pensez que ça va arriver ici comment? Mais en fait, la guerre, quand on parle de la guerre, il y a ce qu'on appelle approche militaire et approche non militaire. Et quand vous commencez avec la guerre, opération militaire, il y a des phases. Première phase, deuxième phase, troisième phase. Mais quand vous arrivez à la fin, il y a toujours la stabilisation et autres. Et cela respecte le principe des opérations militaires, respecte ce qu'on appelle le PMSI, où nous avons une partie militaire et une partie non militaire. Et le PMSI signifie quoi? Ça signifie politique, ça signifie économie, ça signifie militaire, ça signifie infrastructure, ça signifie social. Et que donc, moi, en tant que militaire, en tant qu'officier commandant, j'ai anticipé. Je me suis dit, c'est vrai, il y a des opérations militaires que je peux mener. Première phase, je prends Bunia. Deuxième phase, j'ouvre les axes et tout. Mais à la fin, c'est la stabilisation. Mais je dis non. Je vais ramener, parce que là, il s'agit des infrastructures aussi. Je vais ramener ça. Je vais faire ce qu'on appelle les activités concurrentes. Je vais ramener ça dans la première phase. Je vais ramener ça dans la deuxième phase. C'est comme ça que vous m'avez vu. En même temps, j'étais en train de faire la guerre, mais en même temps, j'étais en train d'arranger, n'est-ce pas, construire les routes et autres là. Malheureusement, ce sont des charlatans qui ne connaissent rien, qui voulaient se faire passer, qui veulent se faire passer pour des bons militaires et qui font des critiques à tout vent. L'armée, une guerre, respecte toujours l'aspect militaire et l'aspect non militaire. Vous allez aller partout. Les Américains sont allés en Chine, ils sont allés au Japon. Vous allez voir qu'il y avait toujours cet aspect-là d'infrastructure. Donc ce n'est pas un principe que moi j'ai créé ici, non. Malheureusement ici chez nous, on veut bien écouter les charlatans et voilà, ils peuvent vous prendre comme ça, vous pensez qu'on est en train de perdre le temps. Non, je ne perdais pas mon temps. J'ai tout simplement anticipé et aujourd'hui vous avez le résultat parce qu'on peut avoir, n'est-ce pas, le monde entier peut nous aider
Et ils peuvent venir directement. Aujourd'hui, il y a des avions qui partent, des gros porteurs, qui partent de Kampala, qui partent d'Entebbe et qui atterrissent ici chez nous, à Bunia. Aujourd'hui, il y a des gros porteurs qui partent de Kinshasa, qui atterrissent ici. Il fallait tout simplement beaucoup réfléchir. Un commandant, you must think very hard. Un chef militaire doit beaucoup réfléchir pour qu'à un certain moment, il ne soit pas bloqué. C'est de ça qu'il s'agit, madame. Voilà, on va prendre les questions de celle qu'ils amènent. Monsieur le ministre de la Santé, pour paraphraser le militaire, on nous juge très durement, on dit qu'on a pris du retard, on dit que la riposte nous échappe, et pourtant il y a une phase préliminaire, pour emprunter l'expression du général, d'installation du dispositif, de préparation des équipes. Bon, d'abord, ce qui juge en Kimongo, il y a quelque chose qui dit Yakane. Viens te mettre à ma place avant de parler. Et bien entendu, oui, on nous juge durement. Mais nous avons fait un plan que nous avons répété aujourd'hui sur 90 jours. Nous sommes à 12 jours. Nous sommes à 12 jours. Et à 12 jours, nous pouvons vous dire aujourd'hui que nous avons dans nos installations 105 malades. Nous pouvons vous dire que nous avons déjà fait 648 tests. Nous pouvons vous dire que nous avons déjà un malade guéri. On peut déjà vous dire tout ça. Et nous sommes toujours dans ces 12-13 premiers jours. Peut-être qu'il y a une méthode encore plus rapide pour arrêter les épidémies, mais nous avons planifié, nous avons dit que cette épidémie, nous on compte entre 4 et 6 mois. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, je pense que ça va être plus tôt que ça. J'ai dit, oh, avant qu'on vienne nous dire, vous aviez dit. Non, je pense que, comme le général l'a dit, quand on déclare l'épidémie, il y a les gens de l'OMS qui sont ici. Il y a des gens de l'UNICEF qui sont ici. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus rapide que nous ayons fait, que nous n'ayons pas fait? Nous avons parlé avec CDC Atlanta, donc les États-Unis. Nous avons parlé avec tous les partenaires. Tout le monde nous dit, c'est ça qu'il faut faire. Nous sommes allés en Ouganda avec notre plan. Notre plan a été validé. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et les gens qui critiquent certains médias, qui sont très sévères, probablement chacun avec ses propres intérêts, quand on regarde l'épidémie de 2018, elle a pris presque 2 ans. Mais quand vous regardez notre gestion de la dernière épidémie d'Ebola à Boulapé, elle a fait 6 semaines. Donc, ceux qui nous jugent, je leur dirai en Kimongo Yakayene. Voilà. Utase Masoel Isamoya, monsieur le ministre, parce que le gouverneur a même parlé anglais tout à l'heure. Monsieur Martial Kiza, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence. J'ai 3 petites questions pour monsieur le ministre de la Santé publique. Et la première, c'est par rapport aux élèves. En fait, au niveau de l'Ituri, pour ne pas parler seulement Bunia, les virus affectent déjà certaines écoles où il y a même des élèves qui ont perdu la vie à cause de Ebola. Que fait aujourd'hui le gouvernement pour protéger les élèves dans ces espaces éducatifs? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est par rapport aux relations du gouvernement avec la MONUSCO et l'OMS dans le cadre de la riposte. Quel degré de relation que vous avez, le gouvernement, avec la MONUSCO et l'OMS? Et rapidement, pour terminer, c'est par rapport à tout ce que la population se pose aujourd'hui comme question au niveau de l'Ituri. Le gouvernement, pas plus de 2 jours, a demandé au gouvernement américain une molécule pour le traitement d'Ebola. Mais comme une magie, il y a un cas d'Ebola qui a été guéri au niveau de Bunia. Comment le gouvernement a fait pour trouver une molécule qu'on demande aux Américains? Mais aujourd'hui, à Bunia, on a trouvé une molécule pour guérir un cas d'Ebola. Pourquoi demander encore une molécule au niveau des Américains? Pourquoi ne pas utiliser les molécules qu'on a utilisées ici au Rampara pour faire guérir d'autres malades qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux? Merci, Excellence. Alors ça, c'est... Excellence Mouyaya, ça c'est vraiment la conséquence de la transparence. Parce qu'on dit tout ce qu'on fait,
Bien sûr. Et puis là, maintenant, on nous dit, mais oui, mais pourquoi vous utilisez les molécules américaines? Je répète, hein, je commence par la dernière question. Je répète pour dire que nous devons donner aux 30% qui meurent d'Ebola, nous devons leur donner toutes les chances de guérir. Et pour cela, nous devons utiliser tous les médicaments possibles pour pouvoir les aider. Nous avons, pour Ebola Zaïre, nous avons déjà la même molécule, ce qu'on appelle l'anticorps monoclonal, mais qui est spécifique pour Ebola Zaïre, ce qui n'est pas le cas ici. Mais les Américains ont une molécule spécifique Ebola, mais pour les 3 souches. Et c'est ce que nous avons demandé, c'est pour le traitement de cette personne-là qui risque de mourir si les mesures habituelles ne suffisent pas. Mais je vous ai dit aussi que sur 100 personnes, 70 vont guérir, indépendamment de la molécule. Et donc, c'est seulement la prise en charge correcte, c'est-à-dire, vous avez de la diarrhée, on doit vous réhydrater parce que la diarrhée peut vous tuer même si ce n'est pas Ebola. Vous avez des hémorragies, le manque de sang peut vous tuer même si ce n'est pas Ebola. Vous avez une infection pulmonaire, cette infection peut vous tuer même... Mais donc, ces choses-là, on doit les soigner. Ce sont des conséquences du virus, mais on doit les soigner. Et quand on les soigne, on vous donne la chance d'être dans les 70%. Si vous ne venez pas, eh bien, malheureusement, on ne vous donne même pas cette chance-là. Donc, il y a 2 choses différentes. Il y a le traitement habituel que nous avons utilisé et qui a permis à cette personne d'être guérie. Et je m'excuse d'avoir parlé de la molécule il y a 2 jours et puis la personne est guérie, mais il n'y a pas de lien parce qu'on n'a pas utilisé la molécule. J'ai dit qu'on ne l'a pas encore reçue d'ailleurs, mais j'ai dit que malheureusement, même quand on soigne très bien, 30% risquent de mourir. C'est pour ces 30% qu'on doit mettre le maximum d'efforts pour donner tout ce qu'on peut avoir qui puisse agir. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'antagonisme entre ce que nous disons par rapport aux molécules que nous voulons avoir versus les soins classiques que nous donnons ici. Monsieur le ministre, parce que nous disons que nous avons l'expérience et l'expertise en la matière, c'est une question cruciale. Comment les gens guérissaient dans les 15 épidémies qu'on a eues avant l'apparition du vaccin du traitement Ebanga et du vaccin contre la souche Zaïre? Peut-être là, ça peut nous permettre de mieux comprendre par où on passe pour trouver les chemins de la guérison lorsqu'on est infecté. Je vais vous donner un exemple précis pour que les choses soient claires. Quand on faisait les premiers centres de traitement Ebola, c'était juste des centres de traitement, on va dire, qui sont en dehors des hôpitaux, comme vous le voyez, mais où on n'avait pas les moyens de soutenir, par exemple, quelqu'un qui n'arrive plus à respirer. On dit qu'il est en détresse respiratoire. Et ça, c'est des mesures de réanimation médicale. Il faut mettre de l'oxygène, il faut soutenir la circulation du sang. C'est des mesures vraiment de réanimation. Ce qu'on a fait à Boulapé, par exemple, c'est que même dans les centres de traitement, et nous allons le faire ici aussi, on va ramener même des capacités de réanimation, comme si on était dans un hôpital de niveau 3. Et ça permet de sauver quelqu'un qui allait mourir parce qu'il n'arrive pas à respirer. Mais comme on va l'aider à respirer, on passe le temps jusqu'à ce que le virus soit éliminé et il va guérir. Donc, la prise en charge clinique classique de bonne qualité permet de sauver, en tout cas dans ce cas-ci, jusqu'à 70% des personnes. Voilà. Il y avait d'autres questions? Alors, par rapport aux écoles, d'abord, nous n'avons pas fermé les écoles et nous n'allons pas fermer les écoles. Donc il ne faut pas que les gens pensent qu'il faut maintenant fermer les écoles. Nous continuons, d'ailleurs la ministre de l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire et secondaire l'a dit, on a passé le message, ce sont les mêmes mesures de prévention qu'on doit faire chez les enfants. D'ailleurs les enfants écoutent mieux que les adultes. Et ils apprennent mieux à l'école ce qu'il faut faire et ils vont rapporter cette information à la maison. Nous avons vécu ça avec Covid. Ce sont les enfants qui disaient aux parents, attention, il ne faut pas faire ceci. Il faut vous laver les mains. Les enfants écoutent mieux. Il ne faut pas casser l'école parce qu'en ce moment-là, on va punir 2 fois les enfants. Il faut juste éviter que ces enfants soient contaminés. Au total, à ma connaissance, aujourd'hui, nous avons à peu près 5 élèves qui sont décédés.
mais ils sont décédés dans l'ensemble des décès que nous avons déplorés. Mais par contre, quand on regarde dans les 5, on va trouver certains qui n'ont même pas été amenés à l'hôpital parce qu'on a amené dans les traitements traditionnels. C'est pour ça que nous insistons pour ramener dans les traitements des centres de santé, parce que là, nous avons les moyens d'aider, surtout les enfants, ils résistent souvent mieux. Si on les amène tôt, souvent, on les sauve. Donc, je répète, on n'a pas décidé de fermer les écoles, on ne va pas fermer les écoles. Monsieur le ministre, la question, elle est pertinente. On ne va pas fermer les écoles, mais parallèle à cela, on va fournir les kits qui permettent d'assurer les mesures préventives dans les écoles. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, ce sont les mêmes mesures préventives que nous utilisons. C'est pour ça que nous amenons énormément de matériel, notamment pour pouvoir disponibiliser tout ce qui permet à ce qu'on casse la chaîne de transmission dans tous les endroits de regroupement, dont les écoles. Alors, il y avait une troisième question. Votre relation... Alors, notre relation avec l'OMS, avec tous les partenaires, c'est une très bonne relation. Nous avons une très bonne relation. En tout cas, nous, la RDC, nous sommes très transparents. Nous disons, d'ailleurs, quand on me dit on vous met autant d'argent, je l'annonce toujours. Quand on me dit on vous apporte tel équipement, je l'annonce toujours. Et donc, ce que j'ai dit là, c'est que nous avons une très bonne relation avec tous ces partenaires. Nous devons recadrer le message de tout le monde pour que chacun s'aligne à la vérité, parce que c'est nous qui vous donnons, c'est nous qui donnons à l'OMS, c'est nous qui donnons à tous les partenaires les chiffres. Je viens de vous dire que les chiffres d'aujourd'hui, là, vous allez les voir, ils vont circuler partout, mais ce sont des chiffres consolidés par nos équipes. Et donc, ce que nous demandons, c'est qu'on dise aux gens la réalité de la situation, mais qu'on ne spécule pas, parce que nous, on ne spécule pas. Monsieur le ministre, encore une fois, allez-y, monsieur le gouverneur. Oui, je voulais juste ajouter pour la MONUSCO. La MONUSCO nous aide dans le transport et la sécurisation aussi. Donc nous travaillons avec eux, avec la police de la MONUSCO, et nous travaillons aussi avec le service de logistique, parce qu'ils nous amènent et le personnel et le matériel. Ils peuvent transporter pour nous. Voilà. Monsieur le ministre, on va revenir un peu sur sa question parce qu'elle a un côté pertinent, parce qu'on a l'impression justement que la communication qui part de chez nous est différente de celle qui part de CDC, est différente de celle qui part de l'OMS. Nous parlions de lutter contre l'infodémie tout à l'heure. Si les organes, chacun habilité, qui est reconnu une certaine autorité dans le secteur de la santé, s'exprime dans un sens, il est normal que parfois les gens se disent que là-bas, il y a une petite forme de cacophonie. Oui, alors, deux choses d'abord. Entre quelqu'un qui a 17 expériences et quelqu'un qui en a moins, vous croirez qui, vous? Moi, je croirais celui qui a 17 expériences par rapport à celui qui en a moins. En tout cas, pour Ebola, nous avons plus d'expérience que quiconque. Donc, si quelqu'un préfère écouter quelqu'un d'autre, c'est son choix, mais ce qui est certain, c'est que si le professeur Muyembe vous dit on va contrôler cette épidémie, je préfère croire le professeur Muyembe. C'est clair. On va prendre les... Merci. On va prendre les questions de M. Papi Kilongo, et puis ce sera Mme Lydia Kombe. Merci pour la parole. Je suis Papi Kilongo, journaliste de médias en ligne Ituri.cd. J'ai trois petites questions adressées au ministre de la Santé. La première question, je voulais savoir, c'est une question de la population en fait. Elle se pose la question, elle s'est dit, la RDC a compté plusieurs épidémies. Mais elle a comme impression que le gouvernement et ses partenaires se mobilisent beaucoup plus lorsqu'il s'agit d'Ebola ou de Covid-19. Et elle s'est dit, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ce sens, beaucoup de sommes d'argent, et puis le gouvernement en profite pendant que la population meurt? Ce n'est pas ma question, c'est pour la population. Ma question à moi, voici. Je voulais savoir ceux qui manifestent des signes d'Ebola actuellement et qui préfèrent s'automédicamenter ou recourir au traitement traditionnel, quel danger ils sont en train de courir?
Et la troisième question, je voulais insister sur l'infodémie. Nous avons remarqué le silence du gouvernement à un moment donné après la déclaration de l'épidémie. Silence dans le sens où on n'accédait pas vraiment à des informations à temps réel de l'évolution de l'épidémie, ce qui a ramené même les anciennes rumeurs sur les anciennes épidémies d'Ebola qui ont eu lieu dans différentes provinces. Quelles sont les stratégies que vous avez mises déjà en place pour lutter au moins cette fois-ci contre l'infodémie, parce que ça favorise la contamination en province de l'Itourie? Merci beaucoup. Je commence donc par cette dernière question en disant, nous avons déclaré le 15. Ce même 15-là, je l'ai annoncé au Conseil des ministres. Ce même 15-là, le ministre de la Communication a diffusé l'information dans le compte rendu du Conseil des ministres. Le 16, nous avons fait une conférence de presse avec tous les journalistes pour expliquer. Le 17, j'étais ici, où nous avons encore tout... je ne sais pas à quel moment le gouvernement s'est tu. Je ne sais pas. La communication semblait être centralisée à Kinshasa pendant ces temps. La communauté locale ici était dans... J'étais ici 2 jours après. C'était quand ça a été centralisé à Kinshasa, parce que c'était le 15 vendredi, dimanche j'étais ici. C'était le samedi que ça a été centralisé à Kinshasa? Non. Donc il faut qu'on... C'est pour ça que vous avez parlé de l'infodémie, ça c'est très important aussi. Parfois on répète les choses parce qu'on a entendu dire. Mais quand on réfléchit bien, quand on regarde, on dit mais à quel moment le gouvernement s'est tu? Le gouvernement ne s'est jamais tu, et depuis lors, nous en parlons tous les jours. Tous les jours. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs réseaux sociaux qui alimentent d'autres types d'informations, et les gens se demandent est-ce que c'est... Par exemple, à un moment, on a dit il y avait un cas à Kinshasa. Et on a dit mais pourquoi le gouvernement ne dit pas? Mais nous, on savait qu'il n'y avait pas de cas à Kinshasa, et nous avons annoncé tous les jours. Mais malgré qu'on le disait, il y en a qui disaient non, mais moi j'ai entendu. Aujourd'hui, un journaliste m'a appelé de l'extérieur pour me dire mais pourquoi le cas de Kinshasa n'est toujours pas, vous n'annoncez toujours pas? J'ai dit mais aujourd'hui, j'ai dit mais finalement on va le dire dans quelle langue? On vous dit que la façon de confirmer Ebola, c'est par les tests. Maintenant, ce qui est certain, c'est que maintenant que tout le monde le sait, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup d'alertes. Chacun dit, oh, ça peut être Ebola. Et quand nos équipes évaluent, ils disent, ok, ici il faut tester, on teste. Mais tous les tests qu'on a faits, je répète, nous vous donnons les résultats. Nous vous disons, aujourd'hui, nous avons à peu près 125 confirmés au laboratoire. Nous vous disons qu'il y a 885 cas suspects dans l'Itourie et seulement 21 en dehors de l'Itourie, dont 20 dans le nord Kivu et 1 dans le sud Kivu. Mais vous allez voir que demain on va me dire qu'on n'a pas encore dit. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement se mobilise plus pour Ebola, mais moins pour les autres? Vous savez, si vous nous avez suivis, vous aurez remarqué que nous avions l'épidémie d'Mpox, pour laquelle nous sommes mobilisés jusqu'à terminer cette épidémie, qui était une épidémie très sévère, pour laquelle les partenaires nous disaient attention au risque de fermer la RDC. Mais nous avons réussi, on n'a pas fermé la RDC. Pendant que nous étions avec Mpox, il y a eu choléra, pour lequel notre mobilisation est tous azimuts. Nous avons fini choléra. Nous avons eu Ebola à Boulapé. Nous sommes mobilisés, on a fini cet Ebola en 6 semaines. Ce n'est pas seulement Ebola. Mais il y a une différence quand même qui est importante, c'est que pour nous, un cas d'Ebola, c'est un cas d'épidémie. Alors que pour les autres maladies, si on a 50 personnes qui font Mpox, ce n'est pas une épidémie. En français facile, le ministre veut dire que si on trouve un cas dans la zone de santé de Rwampara, il suffit d'un cas pour qu'on déclare l'épidémie. Et qu'on dise que la zone de Rwampara est en épidémie. Par exemple, Miti Moureza, c'est un seul cas.
Mais nous disons, il y a épidémie. Parce que Ebola, c'est comme ça. Le risque contagieux, le risque de mort est tel que on ne peut pas se permettre de ne pas considérer que c'est une épidémie. Ce n'est pas moi qui décide, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est nous tous, tout le comité scientifique mondial dit épidémie, un cas égale, Ebola, un cas égale épidémie. On n'hésite même pas. Donc ce n'est pas que le gouvernement se mobilise plus, c'est que tout simplement, on a une épidémie, on l'attaque, et Ebola, on sait comment l'attaquer, on se mobilise pour ça. Maintenant, votre dernière question, c'était sur les personnes qui ont des symptômes et qui préfèrent aller chez les tradipraticiens ou se soigner eux-mêmes. Je viens de dire, vous avez 70% de chances, si on vous prend en charge, d'être sauvé. Si vous allez perdre le temps, vous diminuez ces chances-là et vous allez probablement mourir, alors que vous auriez pu tout simplement, quelqu'un qui a une qui a une diarrhée, qui se vide, et qui va chez un tradipraticien, qui ne le réhydrate pas, il va mourir de sa diarrhée. Donc, nous répétons encore, pas d'automédication, ne traînez pas avant d'arriver au centre de santé, venez parce que vous avez 7 chances sur 10 d'être sauvé. Et si nous avons de nouvelles molécules, là, comme on nous a dit tout à l'heure, que c'était incompatible avec notre stratégie, mais si on a ces nouvelles molécules, même les 30% là, on va encore améliorer. Donc ne traînez pas, venez vous faire soigner. Alors, un tout petit commentaire dans ce que le ministre de la Santé disait tout à l'heure. Alors, je conseille aux uns aux autres de toujours lire les comptes rendus du Conseil de ministres. Parce que autant nous avons le rapport hebdomadaire du ministre de l'Intérieur sur l'état de l'administration du territoire ou du ministre de la Défense, le ministre de la Santé intervient tout le vendredi en Conseil de ministres pour faire le point de l'évolution de la situation épidémiologique. La question de la santé est une question centrale dans la stratégie du président de la République et du gouvernement, ce qui fait que la santé est traitée au même niveau que les questions de sécurité, si je peux me permettre, parce que ce n'est pas tous les ministres qui interviennent systématiquement à tous les conseils et nous donnons des chiffres. Parce qu'on parle d'infodémie, on parle des désinformations ou des mésinformations. La meilleure manière de lutter contre toutes ces dérives, c'est de vous informer toujours à la bonne source. Nous sommes disponibles, en tout cas, sur les plateformes de nos différents ministères. Alors, on va prendre la question, j'avais appelé Madame Lydia, et on va prendre la dernière série, parce que vous comprenez que nous avons des personnels qui sont mobilisés avec nous ce soir, qui seront demain sur le terrain, et le soir, nous reviendrons encore pour faire le point de comment nous allons évoluer. Et donc, on va prendre à la suite de Madame qui va intervenir tout à l'heure, Madame Lydia. On prendra en série M. Benyon Niemba, qui est devant moi ici, M. Vérité Johnson et M. Joël Wells. Vous poserez vos questions en série. Pour ceux qui ne pourront pas poser des questions ce soir, vous pourrez toujours les poser demain. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Je suis Lydia Tchombe, non pas Kombe. Tchombe, vous dites? Oui, je suis Lydia Tchombe. Merci. Ouais, ça s'écrit Kombe, mais ça se lit Tchombe. Je vous en prie. Alors, je suis de la radio-télévision Mot Bleu. Ma question s'adresse au ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui retarde la prise à charge holistique de malades dans des structures identifiées pour cette prise à charge? Parce que nous avons assisté, nous avons vu des malades, par exemple à Semenyakounde, où les malades les malades isolés sont en train de partager les toilettes avec d'autres personnes, mais également ils sortent pour acheter des choses à manger, alors que quand vous étiez venu pour la première fois, vous nous aviez rassuré que ces malades seront pris à charge. En tout cas, il y aura une prise à charge holistique. Ma question est, qu'est-ce qui tarde cette prise à charge holistique? La deuxième question est que qu'en est-il pour de malades évadés de l'hôpital lors des incidents à Roapara et à Mungwalu? Très bien. Merci. Alors, la prise en charge, pour l'instant, elle est holistique. Au début, probablement que le temps de mettre la machine en place, il y a certains malades qui sortaient pour aller se nourrir, et ça, je ne le savais pas.
mais ça montre quand même que c'est des malades qui avaient une symptomatologie, qui avaient un état qui leur permettait de bouger. Mais nous, je redis encore, nous prenons en charge tout ce qui concerne le malade dès lors qu'il est dans les centres de soins. Et cela va jusqu'à l'alimentation. Mais maintenant, il faudra que je voie ce cas spécifique pour voir ce qui s'est passé. Mais notre prise en charge, je répète, elle est gratuite, elle est holistique. Nous avons encore beaucoup d'équipements qui sont en train d'arriver, beaucoup d'intrants qui sont en train d'arriver. Et bien entendu, des organisations comme le PAM, Programme Alimentaire Mondial, qui d'ailleurs, je pense que nous étions avec eux à Boulapé, mais dans le premier avion où nous sommes venus, il y avait déjà d'ailleurs à l'aéroport des gens de PAM pour pouvoir apporter tout ce qui est soutien alimentaire. Donc, probablement qu'il y a eu un cas ici ou là où il n'y a pas eu cela, mais je peux vous garantir que la prise en charge est holistique. Alors vous dites, la dernière fois que je suis venu, oui, c'était 2 jours après la déclaration, donc la machine se mettait en place, et donc probablement qu'en ce moment-là, ça a pris un peu plus de temps. Mais la prise en charge, elle est holistique. Alors la deuxième question que vous avez posée, la deuxième question, c'était sur le sort des malades qui s'escapent. Ah oui, qui sont évadés. Alors là, c'est vrai que je pourrais peut-être laisser la parole au général, parce que ça, c'est vraiment un problème de sécurité pour les retrouver, mais que c'est aussi le moment d'insister au niveau de la communauté. Ne cachez pas les malades. Premièrement, vous allez vous contaminer, vous allez devenir vous-même malade, mais deuxièmement, vous diminuez les chances de guérir de ces personnes. Général? Oui, merci, Excellence. Bon, je ne sais pas s'il faut dire fuir. Je pense qu'il faut peut-être utiliser le terme qui se sont protégés, tout simplement. Parce qu'il y avait une grande violence. Vous savez, on a incendié les centres de traitement et ils étaient là présents. Ils se sont déplacés. Après, certains sont allés à Sofepadi, mais ils sont rentrés à Rwampara. Et pour Mungwalu, c'est aussi la même chose. Donc, les malades sont partis. J'ai eu le chef Zamundu qui me l'a d'ailleurs confirmé. Donc, voilà. Ils se sont sauvés tout simplement. Ils sont partis juste pour se protéger. Après, ils sont rentrés. Voilà. Voilà, les questions en série sera donc Benoît Niemba, Vérité Johnson et Joël Wells. Et les autres questions, on pourra évidemment les prendre demain. Vous les posez en série, comme ça, si on peut les enregistrer pour répondre en une fois pour toutes, pour terminer cet exercice. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, Excellence, je suis à Bunia depuis mercredi de la semaine passée. J'ai dit, je suis à Bunia depuis mercredi pour la semaine passée, et depuis mercredi de la semaine passée. Et mon premier reportage était au centre hospitalier de Bunia, si je ne me trompe pas. Centre hospitalier de Bunia, ici dans la ville. Alors, il y avait un cas de décès d'Ebola où l'équipe de EDES devait sécuriser les corps et amener à l'enterrement. Mais la famille s'est opposée. J'y étais. Le même jour, je suis allé à Rwampara. Il y avait le cas de ce garçon, l'ancien joueur, et c'était le même cas. La femme s'est imposée aussi. Il y a eu ce qu'il y a eu, j'étais sur place. Je suis allé à Mungwalu, il y a eu le même cas. J'étais sur place. La question que je pose, monsieur le ministre, à Kinshasa, vous avez dit que vous avez recruté de relais communautaires. Vous avez dit à Kinshasa, vous avez dit que vous avez recruté de relais communautaires qui seraient rémunérés, payés. Est-ce que ces relais communautaires ont déjà commencé à faire leur travail? Parce que si la famille s'oppose, c'est parce qu'ils ne comprennent pas exactement si Ebola existe. Deuxième question, monsieur le ministre. J'étais à Mungwalu où j'ai trouvé un cas d'un nouveau-né, un maman de cas confirmé, qui a mis au monde un nouveau-né, des cas confirmés, et le bébé est décédé. Mais le corps de ces bébés a fait 2 jours dans la salle où il y avait d'autres cas suspects et confirmés. Parce que le médecin ne savait pas où le mettre, il fallait sécuriser les corps. La question que je pose aujourd'hui dans la ville ou dans la province de l'Ituri, il y a combien de centres de traitement d'Ebola? Pas des centres, pas des tentes d'isolement, les centres de traitement d'Ebola. Merci. Merci. On prend les 2 autres questions, comme ça vous répondrez une fois pour toutes. Bon, il faudra les noter parce que je n'ai pas... Ah, ok. Peut-être que vous pouvez déjà répondre à celle-là. Répondrez aux questions de M. Benoît et attendez juste là. Alors la première réponse est par rapport à l'opposition de la famille
donc la résistance communautaire. Et la question, c'est de savoir, est-ce que les relais communautaires ont déjà commencé? Je vous ai dit à Kinshasa, parce que vous étiez là quand j'avais annoncé les relais communautaires, mais j'avais annoncé aussi un chronogramme et j'avais annoncé les relais communautaires avant Ebola. J'avais dit que notre plan national de développement sanitaire, moi je me suis rendu compte qu'il nous faut des relais communautaires pour surveiller la population et pour informer, communiquer des personnes qui vivent dans la communauté. Il n'y a jamais eu de relais communautaires, on va dire, travailleurs. C'était toujours des gens qu'on emploie quand il y a, voilà, on distribue les moustiquaires imprégnés pour le paludisme. Allez, on embauche des personnes, on appelle relais communautaires. Il y a distribution des médicaments, par exemple, contre les maladies tropicales négligées, on embauche des gens. Il y a distribution de vaccins, on embauche. C'était toujours comme ça. Premièrement, ce n'est pas efficace parce que ces gens-là ne sont formés à rien. Ils sont utilisés momentanément et puis libérés. Donc nous, on a décidé, et c'est dans notre plan national de développement sanitaire, donc ce n'était pas lié à Ebola, que nous allons maintenant opérationnaliser des relais communautaires qui sont de travailleurs qui restent dans le système de santé. D'ailleurs, c'est le premier maillon du secteur de la santé maintenant. Et ils sont maintenant, nous avons identifié que pour notre pays, il nous en faut 60 000. Ce matin, le gouverneur est là, on a fait la réunion ce matin. J'ai dit qu'on commence avec les relais communautaires travailleurs ici à Ituri. Je l'ai annoncé ce matin. Mais vous comprenez qu'il faut bien identifier parce qu'il ne faut pas prendre quelqu'un qui n'est pas dans la communauté et quelqu'un qui ne va pas pouvoir rester. Et donc, c'est vraiment le travail. Je pense que le gouverneur est là. On en a parlé ce matin. J'ai dit qu'il faut identifier. On a 8 millions d'habitants ici en Ituri. C'est 8 millions divisés par 3 000 pour trouver le nombre de relais communautaires qu'on doit embaucher. Mais ce n'est pas seulement les relais communautaires qui font qu'il y ait de la résistance. C'est aussi la communication, le besoin de la communication communautaire. Et c'est cette communication communautaire que nous avons commencé avec les chefs coutumiers, avec les églises, avec les tradipraticiens que nos équipes ont rencontrés, avec les organisations des mamans, avec les organisations des écoles, on a vu des élèves, pour qu'on sensibilise tout le monde. C'est vraiment la communication. Le relais communautaire, même si on l'embauche aujourd'hui, il ne va pas changer la mentalité de la communauté du jour au lendemain. Et ça, nous le voyons dans toutes les épidémies, il y a toujours d'abord une résistance. Les gens se disent, ils sont venus, comme on a dit là, ils sont venus, c'est parce que notre patient est parti à l'hôpital qu'il a attrapé la maladie. On voit ça. Et donc, pour améliorer cette communication au niveau de la communauté, ce n'est pas seulement les relais communautaires, c'est toute la machine qui doit intervenir. Et bien entendu, les habitudes que nous avons, partout c'est la même chose, les habitudes que nous avons sont telles que nous nous occupons de nos malades, nous nous occupons de nos morts. Quand on vient nous dire « ne le faites pas », le premier réflexe c'est de dire « ben non, il est déjà mort, vous avez assez fait, laissez-le nous ». Mais nous disons non, là, malheureusement, c'est dangereux. Malheureusement, c'est dangereux. Et donc, vous voyez, par exemple, désormais, nous ne gardons plus, on ne fait plus de deuil dans les maisons. Parce que maintenant, on dit, le malade, le décès, il quitte la morgue, il va à l'enterrement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on doit changer certaines habitudes de notre pays qui peuvent être dangereuses pour la santé publique. Alors, la deuxième question que vous avez posée, pourquoi ce bébé-là, spécifiquement, lui, il est resté, alors qu'il était positif, qu'il était décédé, il est resté 2 jours. Je ne peux pas répondre à cette question-là, parce que c'est un cas très précis. Il faudra que l'enquête se fasse pour que je sache ce qui s'est passé. Sur les centres de traitement. Sur les centres de traitement, alors, nous avons finalisé, qui sont opérationnels, 2 centres de traitement. Après-demain, samedi, nous finalisons celui des 100 lits, de 100 places. Les autres, il y avait 30 places. Et donc, nous avons, dans un premier temps, créé les circuits dans les structures de soins. Mais les centres d'isolement total, ce samedi, on a fini pour plus de 130, 140 lits. Tout ça en 2 semaines. Alors, monsieur le gouverneur, vous avez un petit complément parce que tout à l'heure, lorsque le ministre a présidé justement la réunion avec vos équipes, parce que c'est vous qui pilotez la riposte ici, il y a eu vraiment cette insistance-là sur les relais communautaires, la communication. Il y a des résistances, mais est-ce qu'aujourd'hui, après 12 jours ou 13 jours depuis que la déclaration a été faite,
est-ce que vous notez un certain nombre de changements dans les chefs de communauté? Oui, je peux dire qu'il y a un changement. Sinon, on allait continuer avec, n'est-ce pas, les incendies, ou je ne sais pas, avec des manifestations et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous avons parlé, n'est-ce pas, aux chefs des communautés, nous avons parlé aux chefs coutumiers, nous avons parlé à la société civile. Et donc, on commence à comprendre, la population commence à comprendre petit à petit, nonobstant tout ce qui se passe avec, n'est-ce pas, les personnes de mauvaise volonté. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'assiste plus à des incendies. Non. Et l'infodémie continue. Et c'est pour ça que nous voulons impliquer les médias. Voilà. Ça veut dire qu'il y a, au-delà de ce qui s'est fait à travers les relais communautaires, à travers les radios communautaires, nous voulons utiliser toutes les sources d'information qui permettent aux populations de comprendre la dangerosité de la maladie et la nécessité de respecter strictement les mesures de prévention qui sont du reste basiques. Je crois qu'avec les ministres, nous avons prêché par l'exemple tout à l'heure à l'aéroport, en arrivant ici, en arrivant où nous logeons et partout où nous passons pour que les uns les autres puissent l'intégrer dans notre hygiène quotidienne. On va prendre les deux dernières questions rapidement pour terminer. Vérité Johnson, Digital Congo. Monsieur le gouverneur, la question va être adressée au ministre de la Santé, mais le gouverneur vient de reconnaître qu'il y a petit à petit des changements, ce qui est bien. Il y a petit à petit du changement dans les... Oui, et j'aimerais savoir, 12 jours après, à quel niveau se situe la plus grande faiblesse de la riposte actuellement? Est-ce que c'est sur le plan logistique, financement, communication ou sur le plan sécuritaire? La deuxième question, toujours au ministre, le mouvement des populations entre Ituri et d'autres provinces voisines représente-t-il un risque de propagation aujourd'hui? Si oui, pourquoi avoir suspendu le trafic à l'aéroport et laisser ouvert les trafics entre l'Ituri et les provinces voisines? La dernière question, monsieur le ministre, vous avez insisté sur le respect des mesures barrières. Il y a même des messages de sensibilisation qui circulent dans ce sens. Et il y a très peu qui évoquent le port des cache-nez. Les constats, les ports des cache-nez. On peut juste faire les constats ici. Il n'y a presque pas les cache-nez, le masque. Okay. Et s'il faut faire les constats ici, il n'y a presque pas de masque. Pouvez-vous nous dire ici, officiellement, que le port des cache-nez n'est pas obligatoire? Merci. Bon, vous voyez que je n'ai pas de cache-nez moi-même. Non, moi-même. Je et toute l'assistance presque. Moi-même. Ouais. Donc, comme on prêche par l'exemple, si moi-même je n'ai pas de cache-nez, c'est probablement parce que ce n'est pas utile. Peut-être qu'il faut rappeler, monsieur le ministre, la différence entre Covid, qui a les sains traumatismes, et Ebola. Oui. Alors, encore une fois, je répète, le mode de contamination des maladies infectieuses en général, et je vais préciser ici pour le cas qui nous concerne. Pour attraper une bactérie, un virus, il y a 3 façons. La première façon, c'est ingérer cette bactérie ou ces virus par l'eau sale, par des choses comme ça. Ce sont des maladies hydriques. Par exemple, le choléra. Je vais dire aux gens, lavez-vous les mains pour ne pas ingérer de la bactérie, nettoyez, enfin, ayez de l'eau propre pour ne pas ingérer la bactérie. Donc ça, c'est pour le choléra. Pour Covid, je vais dire aux gens, portez un cache-nez, parce que c'est un virus à transmission respiratoire. C'est-à-dire, en respirant des gouttelettes, on peut l'ingérer. Ebola, c'est par contact. C'est pour cela que le cache-nez, il ne va pas vous protéger contre Ebola. Mais par contre, lavez les mains, parce que peut-être vous avez touché, c'est très important. Éviter le contact avec le malade, c'est très important. Éviter le contact avec quelqu'un qui est décédé, c'est très important. Mais le cache-nez, c'est important pour les personnes qui soignent. Parce que le malade peut tousser, ça peut être du sang qui sort, et donc là, il peut avoir... Mais pour vous qui circulez, ça ne va pas vous protéger. Et donc le cache-nez, c'est pour ça que je laisse les gens assis ici sans cache-nez. Moi-même, j'en ai pas. Et d'ailleurs, dans l'avion, je pense que quelqu'un est venu pour nous en donner. On a dit, mais
Vous avez peut-être plus de notions de santé publique que nous, mais bon. Alors, maintenant, les deux autres questions, j'ai cru comprendre que vous posiez au gouverneur. Non, c'est des questions qui vous adressaient. Ah, mais oui, parce que je ne peux pas nécessairement répondre à la question de savoir le mouvement des populations de l'Ituri, enfin, entre les zones occupées et les zones non occupées, quel est le risque que ça porte? D'abord, ça porte un risque, donc on n'a pas besoin d'être savant pour dire que le mouvement des populations dans des zones non contrôlées versus les zones contrôlées, il n'y a pas de risque, il y a des risques. Maintenant, à quel niveau sont ces mouvements? C'est le gouverneur qui peut mieux répondre à cette question-là, parce que c'est vraiment une question de sécurité que vous posez. Et la troisième, c'était... Sur l'aéroport, il y avait une... Alors, sur l'aéroport... La suite de la deuxième question, justement, qui parlait de mouvement, l'aéroport... Alors, pour l'aéroport, ce qu'on a décidé, d'abord, je répète que les frontières doivent rester ouvertes. La mobilité des personnes doit rester garantie. On laisse les gens bouger. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, étant donné que c'est un lieu d'embarquement et de débarquement, et que l'aéroport était en travaux, ce que nous avons décidé, c'est de nous donner le temps de refaire correctement un circuit, on va dire, dans le chantier qu'il y a, parce que l'aéroport est en chantier, dans les chantiers qu'il y a, faire un circuit suffisamment efficace pour le faire. Et donc, c'est une mesure temporaire. Donc, ce n'est pas une mesure de santé publique, c'est une mesure définitive, c'est une mesure temporaire parce que l'aéroport est en chantier. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et donc, les autres aéroports subissent les mêmes effets de contrôle comme tous les autres aéroports, comme tous les autres points d'entrée, comme tous les autres points de contrôle. La dernière question, où se situe actuellement la grande faiblesse de la riposte? La grande faiblesse de la riposte. Alors, je ne peux pas vous dire la grande faiblesse de la riposte. On est en train de déployer la riposte. Si vous vous dites la grande faiblesse, c'est de dire que on a fait la riposte, mais on se rend compte que ça, c'est un point qui pose problème. Pour l'instant, nous avons la logistique qu'on déploie. Vous savez, quand on commence une riposte, on amène d'abord une première équipe qui, comme disait le général, installe. L'installation. Maintenant, une deuxième équipe arrive. Aujourd'hui, il y a 45 personnes qui sont arrivées aujourd'hui. Vous voyez que nous sommes en train de déployer la riposte. Je répète que notre plan de riposte est un plan de 90 jours. Je répète que nous sommes au 12e jour, donc nous sommes encore dans la première phase où nous installons encore. Il y aura encore des couacs. Personne ne va vous dire, en 12 jours, nous avons tout installé. Après, général, après l'installation, c'était quoi? Comment? Après l'installation militaire, c'est... L'installation... Dans les PMC. Dans les PMC. Oh, non. Donc, nous n'avons pas encore tout installé parce que ça fait quand même 12 jours. Mais bon, il ne faut pas oublier que nous avons une logistique qui est aussi un challenge par rapport à l'immensité du pays. Et d'ailleurs, il faut saluer ici la vision du président de la République qui a voulu que l'aéroport de Bunia puisse avoir une piste aujourd'hui. Elle est élargie de 2500 km. Tout à l'heure, on parlait des gros porteurs qui arrivent. C'est évidemment, tout ça rencontre évidemment les besoins que nous avons de rendre le pays plus fluide en termes de connexion. Et il y a plus de 60 km au mois qui ont été construits ces derniers mois à Bunia et qui vont se poursuivre évidemment pour rendre les déplacements de Congolais plus faciles, mais aussi la logistique en cas d'urgence. On va prendre la... Peut-être, je peux compléter pour dire, vous voyez par exemple là, on a déjà 100 motos qui sont arrivées. On a aujourd'hui des véhicules qui sont arrivés aujourd'hui. Nous avons des tonnes et des tonnes et des tonnes d'équipements qui sont arrivés. Tout ça, c'est de la logistique. Il faut maintenant les transporter, il faut les déballer, il faut distribuer. Donc, vous comprenez que c'est pour ça qu'on se donne un temps d'installation qui peut parfois être plus long que prévu. Voilà, monsieur le gouverneur, allez-y. Oui, vous aviez parlé de faiblesse. Vous savez, les activités que nous menons aujourd'hui, moi je reviens toujours à l'armée, ce sont des activités concurrentes. À part peut-être l'installation, peut-être à un certain moment, même l'installation, ça va continuer. Ce sont des activités concurrentes que nous devons mener simultanément. Et donc, la communication, la sécurité, et donc s'il y a une faiblesse, donc il y a un problème. Nous devons mener ces activités ensemble. Voilà. Et en même temps. D'ailleurs, c'est pour atteindre le meilleur des résultats. Voilà, dernière question, s'il vous plaît. Je suis Joël Wells pour le compte du média Canal Révélation. Je vais poser ma question en lingala, monsieur le ministre.
Lituna nabiso ezali ete tolingaki toyeba réaction ya gouvernement congolais ezali nini par rapport après annonce ya bakonzi ya mboka Russie sur la découverte d'un nouveau vaccin. Tolingi toyeba gouvernement congolais ezo réagir ndenge nini par rapport voilà. Bon, pour le gouvernement ya ba russe au balobi qui basé na vaccin, on a koloba et que ezala vaccin, ezala bakisi, ezala euti Japon, ezala euti Ukraine, ezala euti États-Unis, nyonso yo ko salisa bandeko na biso tokozwa. Mais tokozwango tozolanda côté ya boyebi, côté ya science. Est-ce que vaccin wana ya solo et si ezwami, est-ce que si mekami, est-ce que ba si monani que to kopé sango mutu risque ezate parce que bongi parce que vaccin to pesa mutu azo belate. Ce qui te pesier, il faut te assurer que biso moko to bébisité. Yango wana musala moko mwa ndambu et ça la maka au niveau ya ba scientifique pour dire OK, vaccin oyo tokozo ango. Deuxièmement, est-ce que quantité wana ekozala talonini ezali. Donc c'est un travail oyebi na ba Ebola nyonso tomonaka na ba épidémie nyonso tomonaka tomona bato babimi nasi na zui oyo biso sikoyo il faut topona na kati wana pona koyeba eloko nini tokozwa. Encore une fois toza ouvert biso to apenza te que oh non oyo toboyi po kombo na bango ba russe toboyi kombo na bango ba américain non biso penza oyo kosalisa mboka na biso tokozwa wana nde politique na biso. Voilà, on va terminer cet exercice de redevabilité. Peut-être que le gouverneur, vous allez dire un mot en swahili, peut-être? Oui, voilà. Juu ya banduku yangu ya Ituri, ba mama na bababa, inafai mui epidemi tunapata, inafai kusikiliza wa viongozi. Inafai kusikiliza wa viongozi. Haiko mzuri kufanya nini? Kwanza kufuata mainformation ya ile munona ma réseaux sociaux. Kama unafuata ma réseaux sociaux unaona vitu vya mingi vya bongo banadanganya. Tuko na mamoyen yetu, tuko na maradio yetu, tuko na bashefu yetu, bale banaweza tupatia information ya bia kweli. Na waza njoo bale inafai kufata. Ya pili ni ile ya kusema unapata malali unaenda kufarmasi we peke unajiuzia madawa we peke unaanza kunwa. Munajua aseme hii maladi yetu ya Ebola ana kusema watu wote wanatoka madamu mupua, wengine tu wanasikia tu ni fievre, utawazesa ni malaria, unasikia diarrhea, unawazesa kama ni kolera, unasikia ni lakini kumbi kumwisho ni nini? Ni Ebola. Njo kusema kama unaanza tu kusikia kakitu ka kwanza unasikia fievre, hapana kudanganika unasema mimi najua mimi kama napata fievre hivi mimi nenda hospital, mimi nenda kubeba kama ni paracetamol, hapana. Mimi nenda ku pharmacy kubeba dawa, hapana. Uende ulea kwenda kubeba ku pharmacy wewe peke unaenda kubeba dawa, uende kwa munganga akufanyie ordonnance, wakupime bakufanyie ordonnance njo uende sasa ku pharmacy. Hapana kuna dawa wewe peke. Parce que hii masiku tuko na Ebola unaweza ikonfondre na malaria, unaweza ikonfondre na mamaladi ya mingi ile tunapataka siku zote na tunaenda kuzaka tu dawa kwa pharmacien pasipo ordonnance. Ndio mambo mbili ya nguvu ile mimi nataka kubaonesha. Ya tatu ni ya sécurité. Sécurité ni kusema nini? Unajua wakati ile wanawadanganya, wanawapatia roho mbaya. Munaanza toka, banaenda kuma centre ya ile biko na soigner ya traitement, ile biko na soigner bagonjwa. Banenda kule, banenda kuwapiga, wanaenda kulunguza. Sasa ni bia bongo, ni njoo kupata pesa, bazungu wanapenda kupata pesa, ndio maana banaleta ile hapana. Ebola iko wako, musisikie bale batu, iko wako, iko ya kweli humu Muituri. Hakuna mtu anaweza nasikia furaha ya kusema adanganye batoto yake asema maladi iko hapo njoo apate pesa, wapate pesa ya kwenda nayo wapi? Donc ile mambo musisikie na musidiatake kubale kuba minganga. Minganga ni banduku yenu.
wale watu na wao na diexpose njoo kuswanye wewe unaenda kule unaenda sasa no baliniambia mimi ndishikia ndishikia ku reseaux sociaux. Hapana, tuko na radio yetu, tuko na bashefu yetu na tuye ku respecter kazi ya batu. Asante sana. Asante sana gouverneur. Batoto wa Ituri tunakuya no swali yako ya kukatanga batashikia tu unabisema tu bien misiwe kama mimi tasema sawa mais tunakuya hapa. Mimi nawaza président de la République ndio alitutuma jana Muliona, tulifanya 3 à 4 heures de réunion na EPK since hii epidemie ilianza et on afuata kila siku. On est venu pour vous dire que vous avez le soutien du président de la République et vous avez la mobilisation de tous les gouvernements. Non, on a check pas. Non, mitamaliza ku français. Unasema déjà kesho tutasema Swahili. Bia mingi kama mnapenda na ministre atasema Swahili kesho. Kesho? Hata leo kama mnapenda. Tuanze leo bientôt tongo kesho. Tuanze tu leo. Bashoko ministre wa santé na we useme tu bantu bakushikie hapa kwa Bunia. Tongo kesho. Kesho tu. Donc on est venu parce que le président de la République qui tient à rassurer toutes les populations qui sont dans les parties touchées par cette épidémie, que nous sommes avec vous. Lorsque nous venions ici, les gens avaient peur, mais nous n'avions pas peur. Parce que comme les ministres de la Santé expliquaient tout à l'heure, nous connaissons cette épidémie. Nous avons l'expérience, nous avons des experts. Il y a beaucoup d'exigences, évidemment, mais le gouverneur nous a rappelé comment ça fonctionne dans l'armée. Il faut l'installation. Nous sommes au 13e jour, le 28. On a 90 jours pour nous déployer. Nous avons déjà des personnes qui sont guéries. Nous avons des personnes qui sont en voie de guérison. Le message que nous, on a vu à Bunia aujourd'hui, gouverneur, c'est qu'il n'y a pas de panique, mais il y a la vigilance. Parce que nous avons vu dans tous les coins des points de lavage d'eau, de points de prise de température. Je pense que la bonne information, c'est aussi cela, la guérison. Demain, avec le ministre de la Santé, on va se déployer pour s'assurer que ce qui doit être distribué le soit. Les motos que vous avez vues aujourd'hui, demain, vous ne les verrez plus. Parce que ça doit être sur le terrain. Autant nous-mêmes, nous allons rencontrer les médias, les acteurs de différentes communautés, des humanitaires aussi sûrement, pour parler de comment ensemble on peut combiner les efforts pour arrêter la transmission de cette épidémie. Et nous avons besoin de la confiance de vous les journalistes, mais aussi de toutes les populations qui nous suivent ce soir. Je crois que Monsieur le Ministre, on va terminer par là. Merci à toutes vos équipes qui sont particulièrement mobilisées depuis l'épidémie. Monsieur le gouverneur, vous faisiez allusion aux militaires. Nous avons nos militaires, le médecin, les infirmiers, les personnels médicaux qui sont bien mobilisés. En tout cas, il n'y a pas de mots pour vous remercier pour ce que vous faites pour la patrie. Merci, bonne soirée chez vous. On se retrouve demain pour un autre briefing. Merci.